Aujourd'hui, notre invité, c'est Yannick Jadot. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le candidat écologiste à cette élection présidentielle. Nous sommes ensemble pendant 1 heure et avec les journalistes de la presse régionale, nous vous interrogerons sur les thèmes qui font partie des préoccupations majeures des Français, de leur quotidien. On parlera des déserts médicaux, de la hausse des prix, du pouvoir d'achat, de l'écologie, de l'agriculture ou encore de la fracture territoriale et évidemment des services publics et de cette France qui se sent oubliée. Vous nous direz ce que vous lui dites ce matin à cette France-là. Et pour vous interroger, 6 journalistes de la presse régionale sur ce plateau, Florent Buisson de la République du Centre, le groupe Centre-France. Bonjour Florent. Bonjour. Jefferson des Sports de Sud-Ouest. Bonjour Jefferson. Bonjour Ryan, bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Et avec nous depuis leur rédaction locale, on retrouve Roger Antèche de Corse Matin qui se trouve à Ajaccio. Bonjour Roger. Olivier Clodon des Dernières Nouvelles d'Alsace qui lui est à Strasbourg. Bonjour Olivier. Chris Mel, marchand de la Presse de la Manche qui se trouve à Cherbourg. Et enfin Éric Berger de la Dépêche du Midi qui se trouve lui à Toulouse. Bonjour messieurs et à tout à l'heure. Évidemment, Yannick Jadot, on commence par l'Ukraine. Emmanuel Macron s'est de nouveau entretenu hier pendant 1h30 avec Vladimir Poutine qui reste déterminé, a dit le chef de l'État. Emmanuel Macron dit que le pire est à venir après son entretien avec Vladimir Poutine. Et cette nuit, des frappes russes ont touché la centrale nucléaire de Zaporijjia. C'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. On est dans une escalade. Est-ce qu'on peut encore arrêter Vladimir Poutine et comment ? Il faut s'en donner tous les moyens. Il faut s'en donner tous les moyens parce qu'on voit bien qu'il n'y a plus de limite pour Vladimir Poutine. On savait sa volonté d'annihiler l'Ukraine comme pays autonome, comme pays indépendant, comme pays démocratique, parce que ça reste le grand problème de Vladimir Poutine, la démocratie dans son pays et dans son voisinage. On avait déjà d'immenses inquiétudes quand il y a eu les combats autour de Tchernobyl. Et puis maintenant, il n'hésite pas à envoyer le signal qu'il pourrait attaquer la plus grande centrale nucléaire d'Europe, vous l'avez mentionné, avec les dommages majeurs qu'il pourrait y avoir partout. Donc l'Europe, pour l'instant, et c'est très bien, elle est unie, elle est très ferme, très très ferme. C'est comme ça qu'on construit un rapport de force vis-à-vis de Vladimir Poutine, qu'on met en danger, y compris sa légitimité interne. Exclusion totale de la communauté internationale, il faut continuer. Sanctions massives, il faut traquer les fortunes et les oligarques partout dans le monde, partout dans les paradis fiscaux. Il faut évidemment protéger les Ukrainiennes et les Ukrainiens, ceux qui se battent aujourd'hui dans les rues, dans les maisons, ou qui sont sur les routes de l'Exode. Est-ce qu'il faut continuer de dialoguer avec Il faut continuer, il faut qu'il y ait toujours un canal de négociation possible. Moi, vous le savez, j'ai toujours souhaité que ce soit l'Union européenne qui se mette en situation de dialoguer pour arracher un cessez-le-feu, pour arracher la paix. Emmanuel Macron avec tout seul, c'est ce que vous dites. Pas Emmanuel Macron tout seul. Il a fait ça. Dans l'Union européenne. Oui, bien sûr. Je ne dis pas qu'il n'a pas la légitimité d'être là, évidemment. Mais vous avez vu dans les dernières semaines cette diplomatie qui vise à voir seul Vladimir Poutine, à le tutoyer, alors que Vladimir Poutine est quand même un dictateur qui a rasé. Pour vous ? Bien sûr, on n'est pas amis avec Vladimir Poutine. On n'est pas amis avec quelqu'un qui a rasé Grozny, qui a massacré les Tchétchènes, qui a bombardé les populations civiles en Syrie, qui a attaqué la Géorgie, qui a mis des dictateurs en Biélorussie, qui veut tuer, encore une fois, l'identité même du peuple ukrainien. Et on sait tout ce qu'il fait en empoisonnant ses adversaires, ses opposants. Donc les coups de fil, seul à seul, c'est terminé aussi. Donc on il faut sortir de ça. Il y avait de la part du président de la République une grande naïveté, au mieux une grande arrogance, sinon. Il faut que ce soit l'Union européenne qui tente le rapport de force. Personne ne dit que c'est simple, hein. Parce qu'on voit bien. Ursula von der Leyen ou Non, il faut que ce soit évidemment le président de la République. Il est président de l'Union européenne, c'est important. Il faut qu'il y ait Charles Michel, le président du Conseil. Il faut qu'il y ait Ursula von der Leyen, bien sûr. Et puis il faut qu'il y ait Olaf Scholz et d'autres dirigeants européens. On n'est pas amis avec Vladimir Poutine. On ne joue pas à « je te tutoie, donc je vais te convaincre et ça va bien se passer ». La réalité de Vladimir Poutine, ça n'est pas celle-là. Donc il faut imposer le maximum de sanctions
soutenir la résistance ukrainienne, justement, continuer. Sur cette question de soutenir la résistance ukrainienne, vous êtes pour les livraisons d'armes de la France à l'Ukraine. Je l'ai dit dès le début. Mais par contre, dès vous le voulez la transparence aussi. Est-ce que là, étant donné qu'il y a un caractère stratégique, est-ce que vous ne fragilisez pas la position française en demandant cette transparence? Parce que c'est aussi un argument de plus pour Vladimir Poutine pour continuer sa défiance. Non, enfin, là, le gouvernement explique le type de livraison d'armes qu'on a vis-à-vis du gouvernement ukrainien, l'explique aux députés à l'Assemblée nationale dans le cadre de commissions. C'est déjà un exercice de transparence. Tous les pays européens ont affiché la volonté de fournir des armes défensives. La transparence, c'est pas de donner notre bon de livraison à Vladimir Poutine, vous avez raison. Notre transparence, c'est d'expliquer aux Françaises et aux Français, par exemple, ce que sont des armes de défense. Vous savez, les Françaises et les Français sont extrêmement inquiets de la situation, évidemment, comme tout le monde. Ils ressentent bien que c'est la paix, la sécurité, la démocratie qui sont attaquées sur l'ensemble du continent européen, que c'est un conflit qu'on n'a pas vu depuis des décennies. Donc, c'est la nécessité de prendre le temps d'expliquer aux Françaises et aux Français ce qui se passe. Ce qui se passe, évidemment, en quoi ça nous concerne très immédiatement. Je l'ai dit, paix, sécurité, démocratie, en quoi ça nous concerne très immédiatement et peut-être durablement sur certains secteurs économiques, sur le pouvoir d'achat des Français, parce que, voilà, dans ces moments de tension, dans ces moments d'angoisse, il faut aussi prendre le temps de dire les choses aux Français. On reviendra sur le pouvoir d'achat, mais je reste sur les questions de défense. À la faveur de cette crise, cette guerre en Ukraine, est-ce que vous, le candidat Yannick Jadot, vous êtes prêt, si vous êtes élu, à soutenir l'industrie de défense, en tout cas la défense française, à la réarmer, à poursuivre les investissements, y compris sur la dissuasion nucléaire? On voit que la dissuasion nucléaire est un sujet qu'il faut traiter avec beaucoup de vigilance. Sachant que ça vous a pas échappé que Vladimir Poutine a brandi cette menace, qui dit bien à quel point Vladimir Poutine est un dirigeant dangereux aujourd'hui. Ce qui dit aussi, parce que quand on brandit la dissuasion nucléaire ou la menace nucléaire, ça veut dire que les intérêts vitaux du pays sont engagés. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'en fait, il fait de l'Ukraine une question intérieure. Donc ça dit ce qu'il veut faire de l'Ukraine. Mais ça nous rappelle à quel point les processus de désarmement nucléaire qui ont été engagés dans le cadre du traité de non-prolifération, que tous les pays dotés ont signé, ce processus-là doit reprendre. Il a été stoppé notamment par Trump, avec la fin d'un certain nombre d'accords avec la Russie. Vous dites quoi, vous, Yannick Jadot? Il faudra qu'il y ait des initiatives. Moins d'armes nucléaires, la France est dans le club des puissances nucléaires. La question n'est pas le désarmement unilatéral, certainement pas aujourd'hui, mais de reprendre des initiatives multilatérales de désarmement nucléaire, parce qu'on a des pays dotés, il faut réduire les arsenaux, et puis il y a des pays qui veulent acquérir. Et des groupes terroristes qui peuvent acquérir la bombe. Donc la question de la prolifération dans un monde aussi instable reste une question majeure. Donc on portera des initiatives de désarmement, y compris, il faudrait le faire, à l'initiative de la France et de la Grande-Bretagne, par exemple. Yannick Jadot, Emmanuel Macron a officialisé sa candidature à la présidentielle. C'est pas vraiment une surprise. Il a publié ce matin une lettre dans la presse régionale. C'est une lettre qui est à la hauteur des enjeux pour vous? Écoutez, ce que propose Emmanuel Macron, c'est le même quinquennat en pire. C'est au fond. C'est comme ça que vous avez interprété cette lettre? Ah bah oui. Si vous voulez, moi je vois les dossiers. Qu'est-ce qu'il nous dit au fond en 2017? Il dit je veux vos suffrages et ma promesse c'est qu'on va revenir sur les rentes. On va combattre les lobbies, on va sortir du conformisme, on va remettre les corps intermédiaires au cœur de la démocratie, on va lutter contre le dérèglement climatique, il va y avoir de l'agilité, de la mobilité sociale. Après 5 ans, on a les riches qui sont plus riches, les pauvres qui sont plus pauvres, plus d'inégalités, on a des fractures territoriales comme on n'a jamais connu dans notre pays, un président condamné 2 fois par les tribunaux pour inaction climatique, la France, le seul pays européen qui n'a pas respecté ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. Il fait aussi une forme de mea culpa quand même.
Oui, enfin, nous n'avons pas tout réussi, il est des choix qui avec l'expérience acquise. Donc en fait, c'est nous qui n'avons pas réussi, c'est pas lui en fait. Ouais. Vous l'avez pas vécu comme une sorte de mea culpa, cette phrase? Non. Enfin, faisait la blague des mea culpa à la télé. Vous vous souvenez, il fait son émission en disant sur TF1, là, l'émission de public reportage qui avait été faite, et il nous dit il y a des choses que j'aurais pas pu dire. Et il regarde les Français dans les yeux, mesdames, messieurs, un peu. Vous voyez, genre, je prends sur moi, je baisse un peu la tête, et le lendemain, il dit que les non-vaccinés ne sont pas des citoyens et qu'il veut les emmerder. Donc, écoutez... C'est un comédien, Emmanuel Macron, pour vous. Bien sûr. Mais il a une responsabilité. Aujourd'hui, il est président de la République, mais ce qui est certain, c'est que, au regard du défi climatique, au regard des enjeux de biodiversité, d'agriculture, on y viendra. Mais il a vraiment rien fait sur le plan écologique pour vous. Il y a quand même des choses qui ont été faites. À quoi? Il y a quand même eu la prime à la casse, il y a quand même eu des investissements pour rénover les bâtiments. Non, attendez, alors là, si vous regardez... Conseil pour le climat. Ah oui, là... Il y a eu l'abandon de Notre-Dame-des-Landes. Ah oui, alors là, on a eu un truc qui est l'abandon de Notre-Dame-des-Landes. Ce projet que tout le monde savait qui n'était pas possible. Donc ça reste le bilan écologique du président de la République d'abandonner un projet qui ne pouvait plus se faire. Tant mieux. Moi, j'applaudis quand il a abandonné. J'ai jamais compris pourquoi François Hollande n'avait pas pris cette décision, ce qui montre que vaut mieux des écologistes pour gouverner. Mais sur la rénovation thermique, je veux dire, on n'a jamais fait aussi peu de rénovation globale, c'est-à-dire de vraie rénovation de nos logements. Alors que on sait que le vrai bouclier énergétique pour les Françaises et les Français, le vrai soutien en matière de pouvoir d'achat, c'est de combattre les dépenses contraintes. Et la dépense de chauffage et d'électricité est une dépense majeure. Et donc, on a réduit nos investissements sur les rénovations profondes, les rénovations globales. Je l'ai dit, on est le seul pays européen qui n'a pas respecté ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. Il a reculé sur le glyphosate, sur les néonicotinoïdes. On pourrait parler de la chasse, on pourrait parler de plein de choses. Non, ça a été un président des lobbies. Si vous voulez, s'il pouvait y avoir une image de bilan, y compris dans le contexte actuel, c'est en 2018. Emmanuel Macron, il est à Saint-Pétersbourg avec Vladimir Poutine, son ami Vladimir Poutine. Et il signe 2 contrats. Et tout ça est mis en scène comme il sait le faire. Il signe 2 contrats. Total pour le gaz, qu'on n'a toujours pas sorti. C'est-à-dire que c'est un contrat appuyé par le président de la République. Maintenant, on nous explique que Total fait ce qu'il veut. Et il signe Orpea. Total et le développement d'Orpea, les EHPAD, dont on a vu les scandales, machin. Et bien ça, pour moi, ça résume le bilan de ce quinquennat. Le gaz, Orpea et la spéculation sur nos aînés et une complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine. Et une dernière question là-dessus, Jefferson, après on va à Cherbourg. Simplement sur cette lettre, est-ce que vous attendez maintenant un débat clair avec Emmanuel Macron ? Oui, il faut absolument qu'il y ait un débat digne de ce nom dans ce pays. On a eu la pandémie. Avant la pandémie, il y avait eu les Gilets jaunes qui racontaient quand même l'éclatement de l'aménagement du territoire. Ça racontait, vous savez, ce qu'on appelle la diagonale du vide, c'est-à-dire tous ces territoires où il n'y a plus de services publics, où il y a peu d'activités économiques, où du coup la cohésion se délite. On ne fait plus vraiment société, les gens sont en difficulté lourde, on parlait des contraintes de dépenses, les mobilités contraintes, bref, il y a eu les gilets jaunes. Il y a eu la pandémie qui a dit à quel point le quinquennat Macron, le quinquennat Hollande et le quinquennat Sarkozy avaient été des quinquennats d'abandon de l'hôpital public. Donc il faut revenir sur ces questions. Non, mais ça dit, on va revenir sur ces questions de santé, Yannick Jadot. Tout ça pour dire quoi que il y a beaucoup de colère dans notre pays, il y a beaucoup d'angoisse, d'inquiétude, il y a aussi beaucoup d'énergie, d'enthousiasme. Mais si le débat de l'élection présidentielle est tronqué, ces colères, ces angoisses, ces peurs et ces enthousiasmes ne trouveront pas de débouché politique. Et il faut absolument, si on veut réconcilier notre pays, si on veut l'apaiser et lui redonner une perspective, il faut qu'on ait un débat politique sérieux. Et on va parler des questions d'énergie. On va aller à Cherbourg pour ça, où on retrouve Chrismel Marchand. Bonjour Chrismel, merci beaucoup. Je vois pas bien le lien entre Cherbourg et les questions d'énergie. Là, faut quand même qu'on m'explique. On va aller, la presse de la Manche, à des questions sur le nucléaire, sur les éoliennes. Je laisse la parole à Chrismel. Alors effectivement, dans la Manche, et plus précisément à Cherbourg
Et dans le Cotentin, nous vivons, vous n'êtes pas sans le savoir, Monsieur Jadot, sur un territoire porté ça m'est déjà arrivé d'aller chez vous. Nucléaire. On y trouve des entreprises comme Naval Group, et c'est une sous-marin nucléaire, Orano et son usine de retraitement, mais aussi EDF à Flamanville et ses 2 réacteurs, et normalement bientôt 3. Je parle évidemment de l'EPR, ce réacteur de 3e génération qui alimente la chronique depuis des années. Alors, il a été lancé en 2007, il devait être mis en service en 2012. On est en 2022, donc 10 ans plus tard, il ne fonctionne toujours pas. Entre anomalies, défauts et même décès, c'est un chantier qui était un énorme caillou dans la chaussure d'EDF. C'est aussi une fuite en avant budgétaire, puisque son coût est passé de 3,3 milliards à 12,7 milliards d'euros, et même 19 selon la Cour des comptes. Alors là, à l'heure actuelle, l'EPR ne devrait pas fournir d'électricité avant mi-2023, si tout se passe bien. Dès lors, ma question est simple, Monsieur Jadot. Si vous êtes élu président dans quelques semaines, alors que notre indépendance énergétique est une question centrale à l'heure du conflit en Ukraine, déciderez-vous de ne pas démarrer ce réacteur et de tirer un trait sur tous ces milliards investis ? Alors, vous avez eu raison de dire à quel point l'EPR de Flamanville était un fiasco absolu. Vous dites qu'il pourrait être mis en service mi-2023. On peut toujours avoir la foi, et la foi nucléaire est une foi très forte, très dure. Vous savez que, y compris si l'EPR devait être mis en service à cette date-là, c'est pour quelques mois, puisqu'on doit changer le couvercle du réacteur, puisque ce couvercle a aussi des défauts. Donc au fond, la facture va être de plus de 20 milliards, et probablement, l'EPR ne rentrera pas en service, il ne doit jamais entrer en service, avant des années. C'est quand même extraordinaire. Donc moi, qu'est-ce que je fais ? Je fais un audit très sérieux de l'état de ce chantier et des risques. Il ne vous a pas échappé que les EPR qui fonctionnent ou qui ont fonctionné en Chine appellent aujourd'hui à tirer des leçons, y compris du fonctionnement du réacteur, puisque les EPR en Chine ont été arrêtés. Au début, on nous a expliqué que c'était simplement un problème de combustible. Il pourrait s'avérer, parce qu'évidemment la transparence n'existe pas sérieusement, que c'est un problème au fond du réacteur, de vibration du réacteur. Donc moi ce que je veux faire, c'est un audit très précis de l'état de ce chantier, d'avoir une commission parlementaire qui étudie cet audit, et sur cette base-là, on regarde si on poursuit ce chantier ou on le stoppe. Mais vous avez raison de dire que il y a eu 17 milliards d'euros à ce jour de gabegie, de surcoût, sans qu'il n'y ait jamais une enquête. Et malgré tout, vous êtes prêt à l'arrêter si jamais il faut ? Je dis qu'on fait un audit pour savoir si ce réacteur doit fonctionner ou pas. Il faut quand même Donc tirer... vous en remettez à cet audit et aux parlementaires ? Et aux parlementaires pour trancher la question. Si vous l'arrêtez, vous en faites quoi ? Parce que là, vous parlez de gabegie. La question, c'est pas si je l'arrête, j'en fais quoi ? C'est si je le démarre, il se passe quoi ? C'est ça le sujet. C'est si je le démarre, il se passe quoi ? Est-ce qu'il y a un problème de compétence, Yannick Jadot, pour construire ça aujourd'hui ? Parce que c'était aussi... La République veut relancer le nucléaire. Oui, alors la question de la compétence est posée. Question compétence. Pour ma part, moi, je suis favorable à recruter des ingénieurs, des techniciens et des ouvriers dans le nucléaire. Aujourd'hui, on a une perte de compétences. Si vous voyez les rapports sur la multiplication des arrêts non prévus des réacteurs, il y a des problèmes de sûreté, il y a des problèmes de vieillissement, il y a aussi des problèmes d'erreur humaine. Et donc, il faut absolument pallier la réduction des compétences. Il faut... Et vous savez quel est mon projet ? Alors, on voyage un peu, mais... Donc, sur le projet EPR, audit, décision sur l'état du réacteur et sa capacité de truc, mais on est quand même dans un truc qui est totalement dingue. Vous avez un EPR dont vous avez parfaitement expliqué le fiasco financier et industriel. Et vous avez un président de la République qui dit « Vous avez des problèmes de facture d'énergie aujourd'hui ? On a un problème de climat aujourd'hui. Je vous propose de multiplier par 6, 8, 14 un fiasco aujourd'hui pour avoir des EPR en 2040, 2045. Tout ça, c'est du bricolage absolu. Lui dit que c'est aussi la garantie de notre indépendance énergétique. D'accord. Vous savez d'où vient l'uranium ? De l'étranger. Non, il ne vient pas de l'étranger, madame.
Il vient de l'étranger. Attendez, il ne vient pas de l'étranger. Il faut quand même que les Françaises et les Français le sachent. Ça vient, du Kazakhstan, sous tutelle russe. Ça vient de l'Ouzbékistan, sous tutelle russe. Ça vient du Niger, pays aujourd'hui assez instable. Donc vous ne changez absolument rien à votre calendrier de sortie du nucléaire? Non, mon calendrier, c'est quoi? Une dizaine de réacteurs. Mon calendrier, c'est quoi? Vous savez, il y a une loi en France, en fait. En 2015, il y a une loi qui s'appelle la loi transition énergétique. Il y a eu un grand débat public dans notre pays. Il y a eu une loi à l'Assemblée nationale. Et ça a concerné les pro-nucléaires, les anti-nucléaires, les pro-renouvelables. Tout le monde a participé. Tout le monde a élaboré cette loi. Emmanuel Macron, une fois de plus, dès qu'il s'agit de démocratie, il s'assoit dessus. Donc, on investit massivement sur les économies d'énergie. C'est le meilleur service à rendre aux Français pour leur pouvoir d'achat, pour leur confort, la canicule, les machins. On réduit les impacts. Et justement... Deux, on déploie les énergies renouvelables. Et au fur et à mesure qu'on n'a plus besoin des réacteurs nucléaires, on les ferme. Moi, je ne veux pas, si j'arrive, les Français le décident, j'arrive au pouvoir, je ne construis pas les réacteurs pour 2045, mais je ne ferme pas de réacteurs nucléaires. Je déploie les énergies renouvelables et progressivement, on arrêtera les réacteurs nucléaires les plus dangereux. Et justement, Chris Mel a des questions sur les éoliennes. Voilà, on change d'énergie, effectivement, puis de côte, de l'autre bord du Cotentin, sont en projet les deux plus grands parcs éoliens en mer français, notamment situés en face des tours de Tatiou et de la Hougue, qui sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils cristallisent l'opposition de nombreux riverains et pêcheurs. C'est souvent le cas pour ce genre de projet. Alors dans ce contexte tendu et dans un domaine où la France est en retard, on peut le dire, est-ce que ces parcs géants hauts comme la Tour Eiffel sont la meilleure solution pour accélérer la transition énergétique? Alors, haut comme la Tour Eiffel, si vous prenez le haut de la pale. Oui. Non, mais c'est important, parce qu'en fait, oui, très clairement oui. Vous savez, il y a 5400 éoliennes offshore en mer du Nord. 5400. Chez nos voisins, on a, même les Belges, on a plusieurs centaines. Chez les Britanniques, on est à près de 2000. Ça se passe bien avec les pêcheurs. À un moment donné, il faut choisir. On a la guerre en Ukraine, on la voit. Les combats sur Tchernobyl, la centrale nucléaire, la plus grosse centrale nucléaire qui est menacée. On a ces fiascos et les parcs éoliens dont vous parlez, notamment, on pourrait parler de celui de Dunkerque qui va se développer. C'est un prix de sortie d'électricité 2 fois moins cher que l'EPR. Et c'est beaucoup plus d'emplois sur nos territoires. Donc les vraies énergies de paix, de sécurité, les vraies énergies qui nous évitent les dépendances et les complaisances politiques insupportables qu'on a vues vis-à-vis de Vladimir Poutine. Ce sont les énergies renouvelables. Alors à un moment donné, c'est vrai, il faut assumer. Il y a une partie de pollution. Vous savez, vous produisez de l'électricité sur votre territoire, il y a toujours une pollution. Ça peut être une pollution visuelle, ça peut être... voilà. Mais à un moment donné, il faut choisir, est-ce qu'on veut le gaz russe? Est-ce qu'on veut le pétrole du Golfe? Est-ce qu'on veut le pétrole de Total qui va dévaster des pays africains entiers en exploitant le pétrole? Ou on assume notre part de responsabilité et on gère avec les populations, on gère avec les secteurs économiques la satisfaction de nos besoins d'électricité. On va remercier Chris Mel Marchand. Merci Chris Mel d'avoir été avec nous pour ces questions. Merci. Et on va passer au pouvoir d'achat, Florent. Yannick Jadot, vous vous dites défenseur d'une écologie qui rend du pouvoir d'achat. Oui. Comment vous faites cela alors que l'essence atteint des records, que les produits du quotidien, qui ne sont pas tous dangereux pour la planète, sont en hausse de 3 à 4%. Comment vous faites concrètement demain, en tout cas dans 1 mois et demi, si vous êtes élu? Ça dit le manque d'anticipation des gouvernements précédents. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une crise internationale... Ça, c'est le bilan, mais vous, qu'est-ce que vous Non, mais c'est important parce que, si vous voulez, ceux qui se revendiquent aujourd'hui les alliés du pouvoir d'achat sont aussi ceux qui ont gouverné et ont mis les Français aussi vulnérables par rapport aux crises internationales, par rapport à leurs revenus. Donc, première chose, le pouvoir d'achat, au fond, il y a ce qu'on touche en revenus et il y a ce qu'on paye en dépenses. Ce qu'on touche en revenus, vous savez, moi j'ai augmenté dès l'arrivée au pouvoir le SMIC à 1 400 € net, augmenter les bases... C'est plus 1 500 dans votre programme, c'est 1 500? Non, c'est 1 500 sur le quinquennat. D'accord. Dès l'arrivée, 1 400. On augmente les bas salaires.
on impose des négociations sur les bas salaires dans toutes les filières qui ont été particulièrement indispensables pendant la crise du Covid et dont on a vu que ces métiers étaient souvent invisibilisés et que ce gouvernement a rendu à l'ingratitude sociale. Donc on augmente les salaires. Évidemment dans la fonction publique, dans les services publics. Bon, ça on y reviendra peut-être par ailleurs. On va y revenir. Après, c'est la spécificité du projet écologiste, c'est d'agir sur les dépenses contraintes. C'est quoi les dépenses contraintes? Vous l'avez dit, c'est le logement. Contrairement à ce qui a été fait dans ce quinquennat, nous allons construire 700 000 logements sociaux sur le quinquennat prochain. Vous avez 2 millions de familles en France qui attendent un logement social, c'est la première dépense. Donc on construit du logement social pour réduire le coût du logement. On met 10 milliards d'euros d'investissement par an sur les économies d'énergie. C'est 600, 700 euros d'économiser par an pour les ménages. Et vous avez 12 millions de Français qui ont froid cet hiver et qui vont probablement avoir très chaud cet été si les météorologues ne se plantent pas sur la canicule qu'ils annoncent. On investit sur les transports collectifs qui ont été le parent pauvre encore de ce quinquennat et du quinquennat précédent, pour réduire les coûts. Dans mon projet, je veux que les entreprises mettent en place, ce qui existe dans la loi mais qui est optionnel, c'est le forfait mobilité durable. Et par exemple, je veux rendre gratuit le covoiturage pour les Français qui n'ont pas accès à des transports collectifs et qui peuvent s'organiser plutôt que de dépenser 2 000 euros par an. Par exemple, si vous faites 30 bornes pour aller de votre domicile par jour au boulot, ça vous coûte 2 000 euros en faisant... Il y a des Français qui n'ont pas le choix. Il y a des Français qui n'ont pas le choix, Yannick Jadot, qui sont obligés de prendre leur voiture. Ceux qui commencent à 50 ans. Je vous dis ce que je fais. Ils voient le litre d'essence qui va peut-être atteindre 2 euros. Est-ce que vous allez les aider à payer leur pain? Oui, je vous dis toutes les réformes structurelles que j'engage pour que ces dépenses contraintes baissent. En arrivant, on met immédiatement en place un chèque énergie de 400 euros pour les 6 millions de familles qui en bénéficient déjà et de 100 euros pour les 15 millions de familles au-dessus. Donc la mesure d'urgence absolue, c'est ce chèque énergie pour compenser la hausse des carburants. Sur les carburants, vous êtes prêt à baisser les taxes? Non, parce que je pense que si vous voulez baisser les taxes... Donc vous donnez un chèque, mais vous laissez le prix de l'essence flamber? Oui, parce que je pense que... Vous pensez que ça va faire... La question, moi, je veux compenser pour les familles pour lesquelles le coût est le plus élevé. Si vous voulez, entre une infirmière qui fait 50 km par jour dans une Clio et la personne qui a beaucoup d'argent et qui a un gros 4x4, je suis désolé, moi, je compense d'abord l'infirmière avant le gros 4x4. C'est un choix politique. Parce qu'en fait, baisser la TVA, ça profitera d'abord à ceux qui ont les plus gros moteurs, qui ont les plus grosses voitures. Eh bien, c'est pas ma vision de la justice sociale. Allez, on va parler d'agriculture. Et ça coûte très très cher pour l'État. On va parler d'agriculture. Ah, c'est tous les ans. C'est tous les ans, donc 100 euros par an, mais si vous avez le... Non, 400, je vous ai dit. 400 euros. 400 après. Ça coûtera beaucoup moins cher. Ça coûtera beaucoup moins cher que les mesures qui sont prises. Ça coûtera combien, du coup? Ah, bah, si vous voulez 400 euros pour 6 millions de familles, ça fait plus les 100 euros. Allez, on va parler d'agriculture maintenant, Yannick Jadot. On va à Toulouse, où on retrouve Éric Berger. Bonjour Éric, merci d'être avec nous, rédacteur en chef adjoint de la Dépêche du Midi. Vous avez une question pour Yannick Jadot sur l'agriculture? Oui, bonjour Yannick Jadot. La région Occitanie, d'ailleurs, est la première région agricole de France, tant en nombre d'exploitations et de terres agricoles. Je crois que vous êtes rendu sur le salon hier. C'est vrai que le salon donne une image très positive de la profession. Toutefois, derrière ces images, il y a une réalité, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui ont des difficultés financières, un taux de pauvreté qui est d'ailleurs très élevé dans cette profession. Et puis chaque année, on perd, c'est pas un problème spécifique à notre région, mais on perd des exploitations. Je crois qu'il y en a 100 000 qui ont disparu ces 10 dernières années. Alors très concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour aider les agriculteurs à vivre décemment de leur métier, et puis aussi pour aider les jeunes à s'installer? Comment faire pour les inciter à reprendre des exploitations? Vous avez parfaitement raison. Vous avez posé les deux grands sujets, les revenus des agriculteurs, la question de l'installation des jeunes, et on aurait pu ajouter, y compris dans ce contexte, la question de la souveraineté alimentaire. Et on va en parler. On va en parler, très bien. Aujourd'hui,
dans notre pays, on met tous les ans à peu près 13 milliards d'euros d'argent public dans l'agriculture, en aide directe à l'agriculture. C'est considérable, dont 9 milliards qui viennent de l'Union européenne. Et vous l'avez souligné, on a 40% des agriculteurs qui vivent avec moins de 350 euros par mois, donc une énorme précarisation. On a près d'un suicide par jour, 27 fermes par jour qui disparaissent. Et la biodiversité qui s'effondre, des problèmes de malbouffe un peu partout, très dur pour les jeunes aujourd'hui, et des campagnes qui se désertifient. Donc le bilan de la politique publique de l'agriculture est une catastrophe. Donc il faut en changer. Ce que je propose, c'est moi, avec ces 13 milliards, d'avoir un pacte de transformation de l'agriculture avec le monde agricole. C'est-à-dire qu'en fait, on va accompagner les agriculteurs pour changer de modèle. Et on arrête d'agrandir les fermes où les agriculteurs sont toujours plus seuls, dans des fermes toujours plus grandes, où ils sont toujours plus endettés. On passe vers l'agroécologie, une agriculture qui réinstalle des jeunes en agriculture. On peut créer 100 000 emplois dans l'agriculture, alors que vous avez raison, il y a 100 000 emplois qui ont disparu ces dernières années. On peut respecter l'environnement, on peut garantir la souveraineté alimentaire. C'est quoi la souveraineté alimentaire ? Moi, je suis surpris. Vous savez, de manière rapide, hein. C'est un enjeu très rapide. Vous savez, nous, le premier candidat écolo en 1974, René Dumont, c'était un agronome. On a porté la souveraineté alimentaire. C'est quoi la souveraineté alimentaire aujourd'hui ? C'est en fait décider de notre modèle agricole et de notre modèle alimentaire. Ne pas être dépendant, notamment des firmes. Et c'est une forme d'autonomie, pas d'indépendance. Moi, je ne suis pas contre la fin des échanges agricoles, y compris on exporte de très bons vins, on exporte plein de choses, tant mieux. Mais la souveraineté, c'est quoi ? Au fond, c'est par exemple s'affranchir des importations de soja des Amériques. Vous savez, la culture de soja, c'est ce qui détruit l'Amazonie aujourd'hui et ça accélère dramatiquement le dérèglement climatique. C'est arrêter de dépendre des engrais azotés. Vous savez, ça fait longtemps qu'on se bat contre les engrais azotés qui participent du dérèglement climatique. Ah ben, oups, ils sont en train d'exploser parce qu'on dépend du reste du monde. C'est arrêter de dépendre pour nos marchés de la Russie, de la Chine, où on essaye d'être en concurrence avec le Brésil ou d'autres pays. Les Brésiliens seront toujours moins chers parce qu'on veut payer nos paysans dignement et qu'aujourd'hui, ils n'arrivent plus à être payés dignement. Donc, notre souveraineté alimentaire, c'est justement avoir des fermes qui construisent leur autonomie. Vous savez, c'est facile, hein, un élevage où, par exemple, les ruminants pâturent plutôt que d'être enfermés, nourris au tourteau de soja, eh ben, c'est une ferme qui va produire de la qualité, qui respecte ses animaux, qui peut être neutre en carbone et qui nous fournit une alimentation de qualité. Donc moi, et on va mettre les 13 milliards au service de ça. Et moi, je suis prêt à mettre la dette des agriculteurs sur la table pour que, avec la Caisse des dépôts et des consignations, on puisse reprendre les dettes des agriculteurs, parce que ce qui les maintient dans le piège qui tue l'agriculture française aujourd'hui, c'est l'endettement. On leur a dit, agriculteurs. Bien sûr, on leur dit s'ils passent au bio, à condition qu'ils passent au bio. Mais bien sûr, mais de toute façon, il faut sortir du glyphosate. Promesse non tenue par le président de la République, il faut sortir des néonicotinoïdes, renoncement du président de la République pour à la fois parce que les agriculteurs lui ont dit que c'était difficile. Ah mais ça, certains agriculteurs, il y a plein d'agriculteurs qui s'en passent. À un moment donné, si vous voulez, on a vu dans ce quinquennat, le président de la République n'a jamais reçu les associations de protection de la biodiversité. Il n'a cessé de recevoir le lobby de la chasse. Il n'a jamais reçu les agriculteurs qui ont fait la transition et qui montrent qu'ils vivent mieux en polluant moins, en respectant les animaux, en nous donnant une alimentation saine et savoureuse. Il a toujours préféré le lobby des pesticides ou le lobby de l'agriculture industrielle. Il a toujours préféré Total et le nucléaire aux énergies renouvelables et aux artisans du bâtiment. Et bien ça, c'est un choix politique sur lequel, évidemment, nous reviendrons totalement. On va passer aux questions de mobilité, de transport. On retrouve Éric Berger, justement, Éric Berger, avec notamment une question sur la LGV. Oui, en effet, c'est un autre sujet très important ici à Toulouse et en Occitanie. Vous savez, Toulouse est une des dernières grandes métropoles à ne pas être connectée au réseau LGV, le réseau grande vitesse. Et donc, il y a ce projet de LGV Bordeaux-Toulouse qui avance rapidement. Le Premier ministre a en effet annoncé que rapidement, vous êtes sûr ? Toulouse...
Oui, il avance dans les faits. Il y a un plan de financement qui a été validé. Cette LGV, il faut rappeler qu'elle doit permettre de gagner 1 heure sur le temps de trajet entre Toulouse et Paris grâce au train, et puis de rendre le train concurrentiel par rapport à l'avion qui reste aujourd'hui le moyen le plus rapide pour relier Toulouse à Paris. Donc ma question est très simple, est-ce que vous êtes favorable ou non à cette LGV qui doit normalement favoriser le train par rapport à l'avion ? Alors, favoriser le train par rapport à l'avion, c'est une évidence. Le train, c'est 50 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre que l'avion. Donc, nous voulons d'ailleurs investir très substantiellement dans le train de personnes, train de marchandises et train de nuit. Le problème qu'on a, c'est que pendant des années, effectivement, parce qu'il y avait ce projet potentiel de LGV qui a longtemps été remis au placard, mais qui a été ressorti par le président de région Rousset. Donc on a sous-investi sur les lignes existantes. On a aujourd'hui un projet de LGV à 14 milliards d'euros. 14 milliards d'euros. Si on investit la moitié de ce budget sur les rénovations des lignes existantes, le différentiel que monsieur évoque de 1 heure passe à 20 minutes. C'est un choix de société. C'est un choix de priorité. Évidemment, on rénove les lignes existantes. Mais 7 milliards d'euros. Ah, c'est Sud-Ouest qui arrive là. C'est Sud-Ouest. Après la dépêche Sud-Ouest. Voilà. La région est concernée, très mobilisée sur ce sujet. Vous savez, dans le plan de financement, ça permet de faire le RER métropolitain. C'est comme ça que c'était présenté. Mais c'est toujours présenté comme ça. Si vous voulez, on nous présente toujours. Ah mais oui, bien sûr, les Françaises et les Français, on ferme les gares du quotidien. On ferme les lignes du quotidien. On force les Françaises et les Français à utiliser leur voiture. Et avec l'explosion des prix des carburants, c'est la hausse, c'est la réduction du pouvoir d'achat. Donc en fait, et puis après on nous explique, en fait oui, bien sûr, vos trains du quotidien, ce qui est l'essentiel des transports, on va y penser, mais d'abord, on va faire les axes nord-sud pour une petite partie des Français. Mais moi, j'utilise le TGV, moi, je ne suis pas contre le TGV. La question, c'est les priorités qu'on se donne. Et nos priorités absolues, aujourd'hui, c'est que les personnes qui veulent aller bosser, les personnes qui veulent aller chez le médecin, qui emmènent leurs enfants, puissent utiliser un train du quotidien, des transports collectifs du quotidien, plutôt que toujours fantasmer la grande ligne quand c'est pas nécessaire. Nous, on soutient, par exemple, la ligne LGV Montpellier-Perpignan. C'est pas qu'on est contre les LGV. C'est qu'à un moment donné, la question c'est qu'est-ce qui est prioritaire pour les Françaises et les Français. Et pour nous, c'est les transports du quotidien. Merci Éric Berger, merci beaucoup. Et on va passer aux questions de fracture territoriale. Et je vois l'alliance entre la dépêche du Midi et Sud-Ouest. Vous voyez, on a fait Bordeaux-Toulouse. Vraiment, vous voulez avoir la réponse à cette question, voilà, vous avez compris. Il n'y a plus de concurrence. Mais moi, si vous voulez, encore une fois, la question, bien sûr qu'il faut désenclaver tous les territoires. Mais franchement, on se bat tous les jours pour ça. Mais regardez partout, y compris quelles sont les priorités des Françaises et des Français. Et justement, on va parler de ces questions de fracture territoriale. Absolument. Une autre priorité qui est la lutte contre les déserts médicaux. Oui. Je prends l'exemple de ma région, le centre Val-de-Loire, qui est le plus grand désert médical français. Le gouvernement a annoncé récemment, à 6 semaines de la présidentielle, timing qui tombe à pic, qu'une seconde Je vous laisse le dire. J'assume qu'une seconde fac de médecine verrait le jour, en l'occurrence à Orléans. Est-ce que c'est le bon modèle ? Est-ce que vous soutenez cette initiative du gouvernement ? Écoutez, qu'il faille former beaucoup plus de médecins dans notre pays, c'est une évidence. C'est une évidence. Heureusement, on est sorti du numerus clausus. Mais aujourd'hui, on ne s'est pas donné les moyens de former beaucoup plus. La question, ce n'est pas simplement de stopper une limite haute à la formation des médecins, c'est de faire en sorte qu'ils viennent, qu'ils se forment, et que d'ici quelques années, notamment 9-10 ans, c'est ça l'échéance, on ait suffisamment de médecins dans notre pays pour lutter contre les déserts médicaux. Donc on fait en attendant de nouvelles facs de médecine. Mais bien sûr, il faut ouvrir de nouvelles facs de médecine. Il faut renforcer les CHU.
aussi, parce que ça fonctionne avec la double tutelle santé, enseignement supérieur, ça marche pas très très bien, on peut améliorer les choses, mais former, c'est une évidence. Former aussi, évidemment, des infirmières, des infirmiers, des aides-soignantes, c'est l'ensemble des personnels de santé qui est concerné. Et une fois qu'ils sont formés, est-ce qu'on oblige ces médecins à s'installer dans Alors, ces déserts? on a effectivement, et vous l'avez dit, on a dans notre pays près de 8 millions de personnes qui n'ont pas accès à un médecin, tout simplement, ou dans des conditions très difficiles qui sont inacceptables dans un pays comme la France, qui a fait de la santé un joyau, y compris de la promesse républicaine. Donc, conventionnement sélectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous êtes formé, vous ne pouvez pas aller dans une région ou surdotée en matière de médecins, sauf remplacement d'un médecin qui s'en va. Et deuxièmement, effectivement, moi j'assume qu'on va mettre en place à la fois développer les maisons de santé, des fois ça marche bien, des centres pluriprofessionnels, c'est un confort pour les médecins qui veulent exercer, ça permet les remplacements parfois, donc on va essayer de développer tout ça. Mais moi j'assume que dans mon projet, jusqu'à ce qu'on ait suffisamment de médecins, il peut y avoir obligation d'installation. Pour la dernière année de médecine et pour les 2 premières années. Vous savez ce qu'ils vous répondent, les médecins qui ont fait 9 à 10 ans d'études et qu'on n'a pas à les obliger à s'installer à un endroit? Je sais parfaitement, sauf que on ne peut pas se satisfaire d'avoir une commune sur 3 dans notre pays qui est un désert médical, que les médecins, pour grande partie, on a besoin de médecins hospitaliers, mais c'est largement des professions libérales, mais qui sont payées par la collectivité. Quand vous êtes enseignant, vous choisissez pas où on va enseigner la première fois. Quand vous êtes policier, dans votre région, vous êtes formé immédiatement, vous êtes envoyé dans les quartiers souvent les plus difficiles. Donc, à un moment donné, les médecins sont aussi payés par la collectivité. On fera tout pour que les revenus soient satisfaisants. On fera tout pour accompagner les familles. Mais à un moment donné, on ne peut pas avoir 8 millions de Français qui n'ont pas accès à un médecin. L'autre sujet, c'est la question de la dépendance. Et c'est un sujet qui va évidemment se poser de plus en plus dans les années à venir. Question de Jefferson. Oui, vous avez évoqué Orpea tout à l'heure, Yannick Jadot. Qu'est-ce que vous dites aux familles qui ont des proches dans les EHPAD aujourd'hui et qui s'interrogent sur le vieillissement? Écoutez, je pense que tout le monde s'interroge sur le vieillissement et la mort. C'est notre nature, au fond. Tout le monde s'interroge, mais on a l'impression que les politiques publiques n'ont pas pris ce problème à bras-le-corps. Ah, vous avez parfaitement raison. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un problème personnel, évidemment, individuel, c'est un problème de société qui est lourd. La relation à la mort, regardez, y compris pendant cette pandémie, vous savez combien il y a eu de morts de la pandémie hier? Non, on n'en parle plus. Ce que je veux dire, c'est que pendant longtemps, pendant cette pandémie, on nous a expliqué que le R devait être supérieur ou inférieur à truc. On nous a sorti des chiffres que personne ne comprenait, mais parce qu'on avait envie d'évacuer le nombre de morts au quotidien, parce que la mort, c'est terrifiant, voilà, c'est comme ça. Bon, et donc, y compris la perte d'autonomie est vue avec beaucoup de difficultés, parce que on n'est plus dans des fonctionnements de société où les anciens vieillissent à la maison, vieillissent à la famille. Est-ce que l'EHPAD privé a toujours... Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un sujet facile pour la société. Mais, vous avez parfaitement raison, les gouvernements ont toujours mis le sujet sous le tapis. Ou ils ont choisi une option. C'est de soutenir, au fond, le développement des EHPAD privés à but lucratif. On sait que ça a été largement le cas sous le gouvernement Sarkozy. Ça s'est poursuivi avec le quinquennat Hollande et avec le quinquennat Macron. Donc avec un quinquennat Jadot, il n'y aura plus d'EHPAD privés? Il n'y aura plus d'EHPAD privés à but lucratif. Il n'y aura plus d'EHPAD privés à but lucratif. L'accord d'investissement avec la Chine pendant le génocide sur les Ouïghours, Emmanuel Macron défend les EHPAD privés à but lucratif. Je l'ai dit dans l'accord avec la Russie. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de surprise. D'un seul coup, là, vous avez des cris d'orfraie où, d'un seul coup, on a l'impression que nos responsables politiques découvrent la situation des EHPAD. Non, ils ont soutenu ce modèle de spéculation sur la perte d'autonomie. Donc, on sort, il n'y aura plus d'autorisation d'EHPAD privés à but lucratif. Et puisque je vais renforcer les droits de succession sur les grandes fortunes qui échappent très largement à l'impôt aujourd'hui sur les successions, ça fait 8 à 9 milliards qu'on mettra dans une grande politique d'autonomie en renforçant, en améliorant la possibilité de rester à la maison. On sait combien les aides à domicile sont maltraitées dans notre pays, 6 à 700 euros de revenus, parfois pour des journées de 12
de 10 à 12 heures. On créera des lieux intermédiaires avant les EHPAD ou des lieux ouverts sur la société, des lieux partagés. Et puis, on s'assurera que dans nos EHPAD, on ait, en termes de personnel, un personnel pour un pensionnaire. Comme ça existe dans des pays du Nord, et ben avec ce financement, ça nous permettra de sortir de l'indignité, ça nous permettra de sortir de la spéculation sur la perte d'autonomie et ça nous permettra de respecter nos aînés comme ils le méritent. Yannick Jadot, on va poursuivre notre tour de France. On va aller à Ajaccio, retrouver Roger Antèche. Bonjour Roger. Merci beaucoup d'être avec nous, Roger de Corse Matin. Yannick Jadot, vous étiez en Corse il y a quelques semaines. Vous êtes d'ailleurs très clairement positionné sur les questions qui concernent Lille, et Roger a des questions pour vous. J'avais prévu de vous interroger sur la fracture territoriale et l'insularité en étant une, mais l'actualité nous a rattrapés. Il y a eu mercredi l'agression d'Ivan Colonne à la maison centrale d'Arles par un détenu ancien djihadiste et l'état d'extrême gravité dans lequel se trouve aujourd'hui ce militant nationaliste condamné pour l'assassinat du préfet Erignac. Cette violence ne pose pas seulement la question de la sécurité dans les prisons françaises ou les conditions de détention pour les terroristes islamistes, notamment. Elle renvoie à l'un des sujets majeurs en Corse, ce qui fait d'ailleurs aujourd'hui dans son règlement l'unanimité politique, celui du rapprochement des prisonniers corses dans une prison de Lille. Vous êtes, lors de votre visite en Corse, prononcé pour ce rapprochement des prisonniers, qui est une application du droit, mais que le maintien d'un statut de détenu particulièrement signalé, maintien répété par le gouvernement, notamment pour les membres du commando Erignac, empêche. Estimez-vous, comme le président de l'exécutif de Corse, Gilles Simeoni, que la responsabilité de l'État est accablante dans l'agression d'Ivan Colonne, avec, me semble-t-il, les risques d'embrasement que cela peut constituer dans l'île. En ce moment même, au moment où je vous parle, un ferry transportant des renforts de forces de l'ordre est empêché d'accoster dans le port d'Ajaccio. Vous avez parfaitement raison. C'est une situation absolument dramatique. J'avais eu l'occasion de l'exprimer avec l'ensemble des élus, des responsables écologistes, mais vous savez que c'était c'était transpartisan, cette demande du rapprochement, qui est simplement l'application de la loi, qui est simplement la loi, rien que la loi, toute la loi. Et on nous a expliqué qu'effectivement, le système DPS était un système qui, au fond, était un système de sécurité. On voit que ça ne l'est pas. Donc il faut évidemment qu'il y ait une enquête très forte. Moi, je souhaite qu'il y ait une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur ce sujet pour savoir ce régime DPS et pourquoi, finalement, ça a bloqué le rapprochement des prisonniers corses et qu'on fasse toute la lumière sur ce qui s'est passé. Mais je continue. D'enquête dès l'ouverture de la prochaine session. Bien sûr. J'ai soutenu, vous le savez, le rapprochement. Et ce qui est dramatique, c'est que on a une situation politique qui est assez unique en Corse. Il y a eu un scrutin très fort en soutien à la majorité actuelle et avec un mandat de travailler à ce qu'on appelle une autonomie de plein exercice et de plein droit. Comment la Corse, avec l'État français, a la possibilité de sortir d'une relation de défiance d'année et d'année. On avait la possibilité, le point d'entrée c'était le rapprochement, mais au-delà de ça, c'est la formulation de nouvelles compétences. Et là encore, il faut regretter que le président de la République, qui s'était engagé auprès de Gilles Simeoni pour travailler sur un renforcement de cette autonomie, n'ait pas saisi l'occasion d'un contexte politique en Corse extrêmement favorable à cette discussion-là. Et si les Français le décident, le prochain quinquennat, qui sera à la fois le quinquennat présidentiel, mais qui sera aussi le mandat de la majorité en place, puisse être un mandat, encore une fois, qui permet de sortir d'une relation de défiance que n'a pas saisi le président de la République, alors que la majorité en Corse lui tendait la main. Et un dernier mot rapidement, Roger. Justement, j'avais l'intention de demander à Yannick Jadot ce qu'il mettait derrière l'expression autonomie de plein droit et de plein exercice, notamment en matière de dévolution et d'exercice des compétences par le pouvoir territorial, et plus largement, c'est sa conception d'une décentralisation des compétences et des pouvoirs qui pourrait s'appliquer à d'autres territoires.
Alors, la demande, vous savez que ce statut d'autonomie de plein droit et de plein exercice, d'ailleurs, a été soutenu par Régions de France, par l'ensemble des régions qui soutiennent cette idée d'une autonomie plus forte en Corse, plus de compétences, mais qui renvoie aussi à l'échec de tous les derniers processus de décentralisation. Ce qu'a fait François Hollande, au fond, est une catastrophe. C'est une catastrophe dans toutes les régions. Il y a on pourrait parler de l'Est, on pourrait parler de toutes les régions. Je veux dire, Nouvelle-Aquitaine, enfin, franchement, c'est une caricature. Je veux dire, cette région est ingérable. Je veux dire, par la multiplicité, l'étendue, la diversité. Bien sûr, c'est ridicule. Donc, au fond, tout ça ne fonctionne pas. Donc, il faut renforcer, il faut une nouvelle phase de décentralisation. Pour la Corse, c'est clairement comment la collectivité a les moyens de garantir la continuité territoriale. C'est la question des compagnies aériennes, c'est la question des compagnies maritimes. C'est comment il peut y avoir, particulièrement en Corse, mais on sait que ça se pose maintenant en Bretagne et ailleurs, la question de la spéculation foncière qui est en train de retirer les capacités d'habiter aux habitants qui sont là 365 jours sur 365. C'est la question des déchets, c'est la question de la gestion du tourisme. Donc il faut, encore une fois, et ça sera la négociation engagée dans le prochain quinquennat, définir ce qu'est cette autonomie. Mais si vous voulez, s'il y a eu autant d'abstention au départemental et au régional, c'est parce que, en fait, plus personne ne comprend rien à ce que sont les compétences des départements, des régions, et on ne parle pas des comités, des communautés de communes. Donc, au fond, il faut remettre de la transparence, il faut remettre de la simplicité dans la gestion de nos collectivités, qui sont pour nous les leviers essentiels de la reconstruction de notre pays. Mais on va remercier Roger Antec. Merci Roger. Et évidemment, on suivra avec vous les derniers développements sur l'île de Beauté dans cette émission. Vous serez avec nous ces prochains jours. Vous parliez du Grand Est, Yannick Jadot. On va y aller. Dernière étape de notre Tour de France des régions. On va à Strasbourg. On retrouve Olivier Claudin des dernières nouvelles d'Alsace. C'est à vous, Olivier. Bonjour Yannick Jadot, Strasbourg. L'Alsace qui aime tellement la région Grand Est, qui est tellement amoureuse de la région Grand Est, jusqu'à Reims. Vous avez un point. Vous faites allusion à la consultation organisée par le président de la collectivité européenne d'Alsace. Vous avez un point de vue là-dessus, monsieur Jadot ? Écoutez, moi je laisse, par principe, quand il y a un référendum local, je laisse les Alsaciennes et les Alsaciens en décider. De toute façon, ça fait longtemps que l'Alsace réfléchit à son statut, travaille sur son statut, sur sa spécificité, qui n'est pas une spécificité de repli. C'est ça qui est toujours important. Allez, question sur la zone à faible émission. Vous avez Olivier avec vous. Tout à fait. Oui, tout à fait. Strasbourg, c'est une ville que vous connaissez bien puisque vous êtes député européen, le Parlement européen y siège. La ville est dirigée par une maire écologiste, Jeanne Barzéguian, et les écologistes dirigent également l'agglomération, l'Eurométropole, dont l'exécutif a vécu des moments difficiles l'an dernier quand il a été question de préparer la mise en œuvre de la zone à faible émission. L'Eurométropole, sous l'impulsion des écologistes, a décidé d'aller plus loin que la loi climat et résilience pour d'ores et déjà prévoir l'interdiction de tous les véhicules diesel d'ici 2028, voire plus tôt si possible, ce qui suscite beaucoup de craintes dans la population, parmi les automobilistes qui dès lors parlent d'écologie punitive. Qu'est-ce que vous dites à ces automobilistes qui craignent de ne pas avoir les moyens de changer de voiture et finalement qui craignent de ne pas pouvoir s'adapter ? Ce qui est punitif dans cette affaire, c'est pas l'écologie. Ce qui est punitif, c'est que dans notre pays, selon les différentes estimations, on est entre 50 000 et 100 000 morts par an liés à la pollution de l'air. C'est plus que le tabac, c'est plus que l'alcool. Donc c'est une catastrophe sanitaire, la pollution de l'air. Donc c'est ça qui est punitif aujourd'hui. La question, c'est comment on fait en sorte que, à Strasbourg comme ailleurs, nos enfants puissent jouer dans les cours, qu'il n'y ait pas une explosion des maladies chroniques liées à la pollution de l'air, des asthmes chez les enfants. Donc c'est ça l'enjeu, c'est de ça dont on doit partir. Qu'est-ce que veut faire la maire de Strasbourg et quel est son principal chantier aujourd'hui ? C'est le développement de toutes les mobilités qui offriront une alternative aux personnes qui ont aujourd'hui une automobile. Moi, je viens de Picardie, dans les Hauts-de-France. Je sais qu'on peut avoir besoin d'une voiture, évidemment.
Je veux dire, moi, où je suis né, où je vais, on a besoin d'une voiture. Donc, c'est comment on construit la possibilité d'avoir des alternatives en matière de transport collectif, bus, tram. Dans d'autres villes, ça peut être des métros, mais ça vélo, prend du temps, vous le savez, Yannick Jadot. Oui, mais là, on n'est pas demain. Hein. C'est pas demain que ça s'applique. Donc, les vélos, Strasbourg est, de ce point de vue-là, un modèle en cycle en voie sécurisée. Et puis, comment, quand on a absolument besoin d'une voiture, et ça concerne encore une majorité de Français, on a accès à une automobile qui n'est pas un véhicule diesel. Donc, c'est toutes les primes, moi je veux multiplier par 2 les primes à la conversion automobile. C'est y compris sur des véhicules d'occasion, qui ne sont pas des véhicules diesel évidemment. Ça suffit pour ces Français. On prend l'exemple de Strasbourg, à qui on demande de changer de véhicule pour pouvoir continuer à rouler. On a bien parlé de 2028. On a parlé de 2028. Il faut quand même qu'on ne peut pas en permanence ne pas anticiper les impératifs et les défis auxquels on doit se confronter. Parce qu'à chaque fois, sinon c'est la catastrophe. À chaque fois, c'est difficile pour les Françaises et les Français. À partir d'ici 5 ans, selon toutes les études, les véhicules électriques seront à parité de prix avec les véhicules thermiques. C'est-à-dire aujourd'hui, ils sont plus chers, incontestablement. Mais un peu comme les énergies renouvelables, les prix sont en train de baisser. Donc on sera à parité de prix à l'achat, et évidemment, ça coûte beaucoup moins cher à la maintenance et en termes d'énergie. Donc, il faut accompagner toutes ces grandes transitions, mais ce qu'on dit et ce que portent les écologistes dans toutes les villes où nous assumons cette responsabilité de santé, c'est on accompagne, on accompagne, on accompagne. On ne ferme pas l'accès aux classes populaires ou aux personnes qui ont absolument besoin de véhicules sans avoir créé l'alternative. C'est le principe. On remercie Olivier Claudin. On s'excuse, Olivier, vous aviez une autre question, mais malheureusement, le temps file. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir été avec nous. Olivier, des dernières nouvelles d'Alsace. Quelques questions sur votre campagne, pour terminer, Yannick Jadot, puisqu'on a appris hier. Parce que là, on n'a pas parlé de la campagne. Non, mais sur votre campagne politique. On a beaucoup parlé des sujets de fond, vous le remarquez. C'est ça la politique. C'est ça qui intéresse les Françaises et les Français. C'est ça qu'ils attendent, je pense, aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a voulu cette émission. Mais quand même, on a appris hier que Sandrine Rousseau avait été exclue de votre équipe de campagne. C'était la finaliste de la primaire des écologistes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, vous avez bien vu que Sandrine Rousseau, depuis des semaines, depuis la primaire, mène d'autres campagnes que la campagne présidentielle. Avec des positions qui parfois... Écoutez, il y a évidemment la question des législatives. On entend qu'elle veut conquérir le parti. Bon, tout ça n'est pas compatible avec la loyauté, la ligne politique de la campagne. Et donc, on en tire, moi je prends acte d'énième prise de position qui ne sont pas celles de la campagne, une campagne présidentielle dans la situation de notre pays aujourd'hui. C'est quelque chose de très sérieux. Les écologistes... C'est une adversaire pour vous aujourd'hui, Sandrine Rousseau ? Non, c'est pas une adversaire, simplement. Si elle veut prendre le parti, qu'elle a d'autres ambitions... Oui, mais ça, c'est pas la campagne présidentielle. Mais vous dites, elle n'a pas joué le jeu de la primaire, elle n'a pas respecté les règles de la primaire, c'était pas un soutien pour vous ? Écoutez, à partir du moment où vos prises de position parasitent la campagne des écologistes, vous savez, les écologistes se sont rassemblés pour cette campagne présidentielle. En 2022, ce qui va se jouer, c'est est-ce qu'on est capable, est-ce que notre pays se met en situation de gagner la bataille du climat ou pas? Est-ce qu'on gagne la bataille de la vie et du vivant ou pas? Est-ce qu'on remet un hôpital, est-ce qu'on a de l'innovation économique, industrielle et la justice sociale que nous portons? Si des personnes poursuivent d'autres objectifs, c'est pas mon sujet. Mais ça ne peut pas être la campagne présidentielle. Mais je ne sais pas. Vous lui poserez, mais maintenant, aujourd'hui, elle ne pourra plus représenter la campagne des écologistes. Elle ne pourra plus parler au nom des écologistes dans cette campagne. C'est une forme de clarification après des semaines et des semaines de parasitage. Est-ce que ce n'était pas gênant pour vous qu'elle porte votre parole sans vos positions semblent éloignées? Quand je fais des entretiens, des interviews, on me dit oui, mais Sandrine Rousseau n'est pas d'accord. Oui, c'est pas... vous savez, vous avez tout le mouvement écologiste. Tout le mouvement écologiste est mobilisé par rapport à ces urgences climatiques, sociales.
Jamais les écologistes n'ont été aussi préparés. Jamais ils n'ont aussi travaillé à la crédibilité de leurs solutions. On ne peut pas avoir une campagne qui est parasitée par des avis divergents ou différents, par, au fond, des prises de position. Non, parce que vous voyez, jamais les écologistes ont été aussi préparés, jamais ils n'ont été aussi disciplinés, et ils font valoir la discipline. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de faire valoir la discipline pour que le projet que nous portons, non, mais c'est pas moi qui divise. Nous, on joue collectif. Les gens qui, à un moment donné, considèrent que c'est leur prise de position personnelle, leur avenir personnel qui doit prédominer, c'est eux qui prennent au fond, qui prennent la décision de se sortir du collectif. Elle a encore sa place chez Europe Écologie Les Verts, ou elle doit quitter le parti? Moi, je ne parle pas d'Europe Écologie Les Verts. Moi, je suis le candidat des écologistes à l'élection présidentielle. Florent, une question sur Christiane Taubira. Vous en êtes où de vos discussions avec Christiane Taubira? Écoutez, nulle part. Nulle part Non, mais nulle part. Vous voyez, je pense qu'il y a une... Vous attendez qu'elle vous soutienne ou pas? Il y a une profonde déception chez Christiane, évidemment, après cette campagne compliquée. Donc c'est mal parti pour une alliance, quoi? Non, j'en sais rien. C'est à elle de décider. C'est à elle de décider. Elle doit dire dans les prochains jours qu'elle soutient. Écoutez, vous souhaitez qu'elle vous soutienne? Écoutez, les valeurs qu'elle défend, les positions qu'elle a prises sur l'Ukraine, en soutien à la résistance ukrainienne, en affirmant, comme nous affirmons, qu'il faut sortir de toutes les complaisances vis-à-vis de Vladimir Poutine. Parce qu'il y a quand même un paquet de candidats qui aujourd'hui essayent, au fond, de se refaire la cerise en nous expliquant, en nous faisant des grandes leçons des géopolitiques, mais au fond, pour dire quoi? Comme Vladimir Poutine, l'Ukraine appartient à la Russie. Que, au fond... Pour vous, Jean-Luc Mélenchon parle comme Vladimir Poutine aujourd'hui? Non, je ne dis pas ça, mais reconnaissez qu'il a soutenu l'annexion de la Crimée en 2014. Il a justifié les bombardements des populations civiles en Syrie. Ça n'est pas ma position sur la démocratie. Il n'a pas voté la reconnaissance du génocide sur les Ouïghours. Bon, si vous voulez, moi, la démocratie, c'est à Paris, c'est à Kiev, c'est à Moscou, et c'est aussi pour les Ouïghours. Simplement, voilà. Et puis moi, je pense que l'Union européenne est un des outils essentiels pour défendre notre projet de société. Une France forte dans une Europe puissante. Donc voilà, on a des divergences. Je connais les convictions de Christiane Taubira. Après, ça reste son choix. On verra. Et on suivra tout ça. Merci beaucoup. Merci Yannick Jadot.